Bonjour, mesdames, messieurs, chers collègues. Je vous propose de démarrer cette séance du conseil municipal du 24 mai. Je vais procéder à l'appel. Bien. Donc, Marie-Madeleine Hug. Présent. Christophe Rambaud. Présent. Francine Fezor. Présente. Moussa Ostur. Présent. Anne Pasco. Présente. Janelle Maldi. Présent. Michel Brandon. Présent. Atif Khalid. Présent. Marie Razamoeli. Présent. Boubacar Ba. Présent. Daniel Barré. Présent. Asma Mana Yamadi. Présent. Fatima Tasso. Présente. Anif Beram. Absent. Miné Caillou, excusé, a donné pouvoir à Fatima Tasso. Thierry Jolivet. Présent. Fabienne Henry est excusé, a donné pouvoir à Christophe Rambaud. Jacques Lalo. Présent. Corinne Moutot. Présent. Jean-Claude Renaud. Présent. Mario Tavares. Présent. Élodie Torres. Présent. Bruno Toine. Présent. Alexis Christodolou. Je pense qu'il est excusé. Eulalie Lama. Excusé. Cyril Faure. Oui, présent. Michel Perrier. Absent. Patrick Gage. Présent. Virginie Durand. Farah Loiseau. Présent. Cassim Balaban. Présent. Claire Prieux. Absent. Excusez. Je vous propose de désigner un secrétaire séance. Élodie, notre Benjamin. Alors, Élodie Torres, s'il vous plaît. S'il n'y a pas d'opposition. Élodie. Bien. Je vous demande, chers amis, chers collègues, l'autorisation de rajouter un point à l'ordre du jour. C'est un point que l'on intitulerait 9 bis. Ça concerne une petite modification du règlement intérieur du centre aquatique Claude Blin, qui est l'article 10 sur les interdictions et l'article 13 sur les sanctions. Est-ce que vous avez sur table les modifications? Reportez-vous à l'article 10 et 13. Donc je demande l'autorisation de rajouter ce point à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? C'est donc rajouté. Merci. On verra ça tout à l'heure. Je vais vous faire un point, je vais vous donner une information sur les jumelages. Donc la municipalité de Chalais-sur-Loing est très attachée aux relations internationales qu'elle entretient avec les villes ou coopérations avec lesquelles elle est jumelée, et ce depuis de nombreuses années. Il est souhaité poursuivre dans ce sens, accroître davantage encore nos relations et réactiver les échanges stoppés en raison notamment de la crise sanitaire. Vouloir intégrer le mouvement du jumelage, c'est vouloir montrer son attachement à des valeurs de paix, fraternité, tolérance et solidarité. C'est également vouloir échanger des idées, des savoir-faire, des projets. Ces valeurs, cet esprit d'ouverture, nous les partageons. Pour être efficace, notre participation se doit d'être structurée. C'est la raison pour laquelle un comité de jumelage a été créé dans la ville il y a quelques semaines, quelques mois. Dans le cadre de ce travail et à la suite de la volonté manifestée par le camp d'Ascar de travailler dans ce sens, il est proposé que M. Atif Khalid, maire adjoint en charge des relations internationales, et Mme Aurélie Thiel, agent municipal en charge du suivi administratif de jumelage, se rendent sur place. Donc ça sera au mois de juillet, fin juin, début juillet. Une délégation officielle nationale est organisée par l'association AJPF, Association pour les jumelages entre les camps palestiniens et la ville de Chalais. Et les villes françaises, pardon. C'est un lapsus, mais c'est avec AJPF qu'on a construit la coopération avec le camp d'Ascar. Donc, pour se rendre en Palestine du 27 juin au 1er juillet, afin d'aller à la rencontre de nos homologues du camp d'Ascar, de s'y présenter officiellement et d'échanger sur la future perspective de travail. Par ailleurs, il est également envisagé d'accueillir pour la fête de Chalais une délégation de 2 personnes de la ville de San Antonio de los Baños du 11 au 17 juillet. Là aussi, cette rencontre sera l'opportunité d'une présentation officielle et d'échange. Cette venue coïncide avec la fête de Chalais, où les associations et services municipaux seront représentés. Voilà, donc ça c'est les
des actions engagées, sachant que pour la fête de Chalette, nous avons invité l'ensemble des villes jumelées. Bon, donc San Antonio a répondu, Ascar également en Palestine. Voilà. Voilà une petite information que je voulais vous donner en début de séance, sachant qu'évidemment, nous avons essayé d'écrire à Kiev, mais évidemment, recevoir une délégation, ça paraît compliqué. Enfin, il me semble que ça va être compliqué pour eux, sachant que nous avons, bon, vous savez, il y a de très nombreux réfugiés ukrainiens qui ont été accueillis en France. Hein, le chiffre a été donné il n'y a pas longtemps, 80 000. Il y en a dans le département de Loiret, je pense, 1% de ces 80 000, ça doit être 800, 600, je ne sais plus. On a une petite centaine sur Montargis, sur l'agglomération de Montargis. Vous verrez, il y a une délibération au niveau du personnel qui concerne justement une réfugiée ukrainienne qui vient d'arriver sur Montargis, qui est hébergée sur Villemandeur, mais qui est suivie par notre pharmacienne du bourg, en lien avec l'association, le Rotary Club. Bref, cette jeune Ukrainienne, elle va être salariée, elle va être indemnisée par la ville. Elle est photographe, donc on va lui payer des vacations, vous verrez dans la libération, pour qu'elle fasse des photos, c'est son métier, et ça donnera lieu à une exposition au moment de la fête de Chalette. Peut-être avance on peut, mais enfin, la fête de Chalette c'est dans 2 mois. Hein. Donc elle a déjà commencé son travail, on vous la présentera, on ne peut pas la présenter ce soir parce que ce n'est pas possible, mais on vous la présentera prochainement. Hein prochainement, je ne sais pas quand, parce que le prochain conseil c'est fin juin, mais bon, on verra s'il y a une occasion, on peut vous présenter cette personne. Voilà, donc elle va faire des photos, et on pourra sans doute voir un rendu de son travail pour la fête de Chalette, sachant qu'elle va accompagner le service communication dans la prise de photos sur des actions municipales en complément, en général également. Hein, voilà les quelques informations que je voulais vous donner. Anifé, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Bien, donc je vous propose de commencer. Ah oui, et vous avez reçu 2 comptes rendus des 2 derniers conseils municipaux, c'est-à-dire quelque part en tête, le 8 mars et le 12 avril. Donc ça nous met à jour, c'est ça? Nous sommes à jour aujourd'hui. Très bien. Parce que c'est une obligation quasiment légale maintenant, d'être à jour. Donc est-ce qu'il y a des remarques sur ces comptes rendus des deux derniers conseils municipaux? Il n'y a pas de remarques, je vous propose de les approuver. S'il y a des oppositions, des abstentions, merci. Délibération numéro 1. Ah, aussi. Autre information. Le conseil municipal est enregistré pour des problèmes techniques. On ne peut pas le diffuser en direct. On va essayer de régler le problème dans les semaines qui viennent. Mais dès la fin du conseil, il sera mis en ligne sur le Facebook de la ville en différé. Mais il sera mis en ligne dans son intégralité. Voilà. Donc on l'enregistre, on le balance après, parce qu'on a un problème de Wi-Fi ici, et on n'a pas de... Voilà, donc on règle ce problème de Wi-Fi en ce moment. Voilà. C'est de très haut niveau, parce qu'il faut du très haut niveau. En tout cas, dans l'avenir, c'est que systématiquement, nos conseils municipaux soient retransmis en direct sur YouTube, sur le site de la ville. Voilà. Tout cela étant dit, nous allons passer à la délibération numéro 1, convention de mise à disposition de la buvette de la baignade pour la saison 2022 à 2024, donc pour 3 ans. Madame Hug. Merci, monsieur le maire. La buvette du lac, propriété de la commune, est située rue du Gué-aux-Biches, à la baignade municipale, sur la base de loisirs du lac, lieu emblématique très fréquenté, surtout pendant la période estivale. Baignade, centre aquatique, base de voile, théâtre de verdure, jeux pour enfants, chemin de promenade.
aire de pique-nique, restaurant gastronomique. La commune a lancé un appel à candidature en mars 2022 visant à l'exploitation privée des locaux à usage d'une buvette petite restauration rapide pour les saisons 2022, 23 et 24, de juin à septembre. À l'issue de la procédure, il est proposé d'approuver les termes de la présente convention et d'autoriser le maire à la signer. Donc c'est la petite buvette comme l'an dernier qui était au bord de la plage. Donc il est proposé de renouveler la convention, mais là, bon, suite à l'appel d'offres, avec l'entreprise Labo et Fils, dont le siège social est à Montargis 90 rue Doré, donc qui exploite la buvette depuis déjà 2 ans. Ou l'année dernière. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 2, aide au transport du secteur associatif. Donc, conformément au règlement que nous avons adopté, je vous informe que l'association Ensemble et Solidaire, UNRPA, Vésine, a donc demandé une participation pour l'utilisation d'un bus pour une initiative. Donc, on est proposé donc de leur verser les 400 € statut qu'on a fixé dans notre règlement. Il y a des oppositions, des abstentions, c'est donc adopté. Merci. Délibération numéro 3, acquisition de la propriété des consorts Bernard, 44 rue Marceau, monsieur Osturk. Oui, dans le cadre de la succession de monsieur Bernard, la ville est portée acquéreur de la propriété bâtie 644 rue Marceau. Ce bien, situé au cœur du projet du bourg, permettra de créer une ouverture sur le loin, depuis la place Jean Jaurès. Aussi, il a été négocié avec les consorts Bernard l'acquisition de la parcelle cadastrée AW30, une superficie de 1843 m², située en zone UA2 et N du PLUHD et en zone inondable du PPRI, au prix de 40 000 €. La parcelle composée d'une maison d'habitation a vocation, après déblaiement, à être démolie de façon à créer un belvédère sur le loin. Aussi, compte tenu de ces précisions, il est proposé de valider les termes de cette transaction et d'autoriser M. le maire, et en cas d'empêchement son suppléant, à signer tout document relatif à cette affaire auprès de Maître Collet. Et je précise que les frais notariés seront à la charge de la commune. De l'acquéreur. Bon, vous voyez le bâtiment? C'est une ancienne usine. Oui, monsieur Lalo. C'est pas une ancienne usine, c'est une ancienne pompe qui emmenait l'eau du loin en gare de Montargis pour alimenter les machines à vapeur. L'usine élévatoire. Voilà. Donc derrière, effectivement, c'était une maison d'habitation dernièrement, mais il y a aussi derrière un patrimoine industriel. Alors qu'on abatte la maison d'habitation, c'est pas un problème, mais je pense qu'il faut laisser trace pour l'histoire du patrimoine industriel, sous une forme ou une autre. Oui. On peut aménager autour. Peut-être on peut garder. S'il y a des éléments techniques qu'on peut conserver. Bon, il y a au moins de l'amiante. Mais au mieux, au pire, il y aura. Il y a peut-être du cuivre. Au pire, on mettra un panneau à demeure qui permet d'expliquer les fonctions de cette usine élévatoire qui pompait l'eau dans le loin pour l'envoyer à la gare. Mais des trucs comme ça, il y en a pas mal sur Chalette, hein, en lien avec le fonctionnement ancien de l'usine, du centre d'exploitation de Montargis. Ok. Oui, monsieur Gage. Merci, monsieur le maire. Juste une remarque à ce sujet. Je pense que le fait de valoriser le patrimoine historique comme cela, non seulement par des affiches, mais aussi en informant l'office de tourisme, ça peut effectivement faire se développer le tourisme sur notre territoire et améliorer la situation économique d'ici. Ce lieu avait été pointé lorsqu'on avait fait l'étude de l'urbanisme du bourg, dans une perspective éventuellement, on parle d'un belvédère, c'est ce qu'on peut faire le plus rapidement, c'est-à-dire une vue sur le loin à partir du bourg, mais à terme c'est peut-être, pourquoi pas, une passerelle piétonne qui passe par-dessus le loin, qui arrive chez Van Leven, anciennement Van Leven, etc. En tout cas, quelque chose qui participe aux liaisons douces dans la ville et qui permet d'enjamber les rivières qui sont nombreuses sur la commune et qui font des vraies
des vraies coupures, et enfin, en tout cas qui constituent de vrais obstacles pour la continuité de nos chemins et pistes cyclables. Voilà. Très bien, donc écoutez, on propose... Oui, monsieur Balavant. Merci monsieur le maire. C'était juste pour rappeler que dans la commission 1, justement, on en a parlé et que nous étions tous favorables justement à valoriser le patrimoine et également voir pourquoi pas même une création de passerelles à ce niveau-là qui permettrait d'accéder à la véloroute plus tard. Donc comme M. Gage l'a rappelé, ça peut également faire du tourisme à vélo. À ce moment-là. Donc je trouve ça une très bonne idée. Puis donc nous, comme vous l'avez dit, dans la commission 1, ça a été décidé de cette manière-là. Oui, non, tout simplement, c'est acté dans l'étude d'urbanisme du bourg qu'on a donné il y a 4-5 ans. Hein. C'était déjà, déjà pointé dès cette époque-là dans l'étude d'urbanisme de la même façon pour essayer de se réapproprier les bords du loin. Bien, donc je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions? J'en vois pas. Des abstentions? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 4, les frais de scolarité pour l'année 2022-2023. Madame Pasco. Oui, merci Monsieur le maire. Donc, lorsque les écoles maternelles ou élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, l'article L212-8 du Code de l'éducation prévoit que la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence, ou, à défaut, que la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'État dans le département après avis du Conseil départemental de l'éducation nationale. Pour l'année 2021-2022, une réunion s'était tenue le 22 mars 2021 avec les autres communes de l'agglomération montargoise, à l'exception des communes d'Amilly, Conflans-sur-Loing et Longreuil, au cours de laquelle un vote à la majorité avait proposé d'appliquer une augmentation de 3% comme suit. 1 395 € pour un élève scolarisé en cycle préélémentaire, 755 € pour un élève scolarisé en cycle élémentaire, y compris dans un IME, c'est-à-dire un institut médico-éducatif. On n'a pas du tout les mêmes chiffres. Ah, ça c'est pour l'année dernière. Hein. Non mais moi je suis sur le rapport. Ah d'accord. Ça c'était les montants votés l'année dernière. Donc pour cette année. Pour l'année scolaire 2020. À venir. Pour l'année à venir. Donc pour l'année scolaire 2022-2023. Une réunion s'est tenue le 12 avril 2022 avec les autres communes de l'agglomération montargoise, à l'exception des communes d'Amilly, Faucourt, Mormant-sur-Vernisson et Longreuil, au cours de laquelle un vote à la majorité a proposé d'appliquer une nouvelle augmentation de 3% comme suit. 1 437 € pour un élève scolarisé en cycle préélémentaire, 778 € pour un élève scolarisé en cycle élémentaire, y compris dans un IME. Donc comme chaque année, un paiement au prorata de la durée de présence ou de la date à laquelle la ville sera informée du déménagement de la famille sera appliqué en cas de changement de commune de résidence en cours d'année scolaire. Le calcul sera établi par trimestre, sachant que tout trimestre commencé sera dû de la façon suivante. Premier trimestre, 4 dixièmes, deuxième et troisième trimestre, 3 dixièmes chacun. Les sommes à payer seront réclamées aux communes au mois de juin 2023 et il est proposé d'approuver ce dispositif, d'appliquer ces montants et de demander les mêmes sommes à toutes les communes de résidence des élèves fréquentant les écoles chalétoises. Ce sont également ces montants qui seront reversés aux communes dans lesquelles les enfants chalétois sont scolarisés en cycle préélémentaire et élémentaire. Donc pour faire simple, c'est des sommes d'argent qui sont réclamées tous les ans et enfin il y a juste une augmentation de 3% qui a été demandée, en sachant que pour Chalette c'est un petit plus puisqu'on a davantage d'enfants hors commune qui demandent à venir à Chalette que d'enfants chalétois qui demandent des dérogations sur les autres communes. Voilà. Oui, monsieur Faure. Oui, bonsoir monsieur le maire. Juste une question technique, mais est-ce qu'on a les chiffres des enfants non chalétois qui viennent dans nos belles écoles? Merci. Les chiffres, alors le nombre, je ne sais pas vous le dire, mais d'un point de vue financier,
Pour l'année 2020-2021, ça représentait pour la commune une charge de 36 574 €, donc qu'on payait aux communes accueillant des enfants chalétois. Et on recevait des communes dont nous accueillons les enfants 70 561 €. Voilà. Ça c'est pour 2020-2021. Pour 2021-2022, donc l'année scolaire en cours, nous avons eu cette année pour 57 220 € à payer aux communes qui accueillent des enfants communes qui accueillent des enfants chalétois. Et nous avons reçu 65 000 € des communes dont nous accueillons les enfants. Donc c'est toujours positif, même si ça s'est réduit cette année scolaire. Donc je vous propose de voter ces nouveaux tarifs de frais scolarité pour la rentrée scolaire 2022-2023. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté. Merci. Délibération numéro 5. Convention de mise à disposition d'une guinguette sur le site de la base de voile pour la saison estivale 2022. Monsieur Khalid. Merci Monsieur le maire. Dans le cadre des activités estivales qu'elle propose sur le site de la base de loisirs pour la saison 2022, la commune de Chalette-sur-Loing a souhaité mettre en place un nouveau lieu de vie et de convivialité au bord du lac. C'est la raison pour laquelle elle a envisagé l'installation d'une guinguette d'exploitation privée à la base de voile, proposant boissons, petite restauration rapide et ambiance musicale les vendredis et samedis soirs des mois de juillet-août à l'occasion de la fête de Chalette. Dans ce cadre, il convient de conclure avec le futur exploitant une convention afin de définir les modalités de mise à disposition des lieux et les conditions relatives à l'exploitation et au fonctionnement de cette guinguette. Pour ce faire, il est proposé d'approuver la présente convention et d'en autoriser la signature. C'est un peu comme pour la buvette de la plage. Donc on vous propose de passer une convention avec une structure qui n'est pas associative, c'est une société. Société ou un auto-entrepreneur, c'est SASU. Donc voilà, qui va gérer le poids de restauration pendant les 2 mois d'été. Voilà. Est-ce qu'il y a des oppositions? Vous avez la convention? Tout le monde? Oui. Des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté. Merci. Délibération numéro 6. On précise les critères d'attribution pour les bourses au projet. Donc on modifie la délibération du 26 octobre 2021. Monsieur Malby. Merci Monsieur le maire. Par délibération du 26 octobre 2021, le conseil municipal a décidé de fixer les critères d'attribution des bourses au projet au profit des jeunes chalétois comme suit. Distinction de 2 types de dossiers. Les dossiers mobilité, aide à l'obtention du permis de conduire, uniquement pour les permis de conduire classiques. Les conduites accompagnées sont exclues des critères d'urgence. Priorité aux auto-écoles chalétoises. Dans le cas contraire, l'aide ne pourra excéder 100 €. Ensuite, il y a les dossiers développement au projet et dossiers formation de BAFA. Le plafond d'aide fixé dans la limite du budget global alloué lors du vote du budget primitif pourra être revu à la baisse en fonction du nombre de dossiers instruits. Le demandeur doit être domicilié sur la commune sans notion de quartier prioritaire. Une seule attribution d'aide annuelle par fratrie. Évaluation par la commission ad hoc de l'urgence et de l'opportunité de la demande, enjeux professionnels de formation, prise en compte de l'isolement du demandeur, absence d'aide familiale, prise en compte des revenus, de la situation familiale et des dépenses contraintes du jeune ou de la famille, logement, énergie, eau, etc. L'âge minimum du demandeur, le maximum du demandeur fixé à 30 ans. Afin de simplifier l'étude des dossiers et dans un souci d'équité, il est proposé de compléter ces critères et d'unifier les montants des aides aux jeunes chalétois en se référant au quotient familial de la façon suivante. Donc la première tranche du quotient familial de 0 à 264 €, l'aide pour l'aide à mobilité et au projet sera de 500 €. Concernant le BAFA, ça sera 200 €. Deuxième tranche entre 265 € et 532 €. L'aide au projet et la mobilité, 400 € et 100 € pour le BAFA. Dernière tranche qui est de 533 à 910 €. L'aide au projet et la mobilité, 300 € et 50 € pour le BAFA. Ainsi, ces critères seront plus équitables et pourront être complétés à l'issue de l'intégration au dispositif du secteur 16-25 ans. Afin de débloquer les financements à verser, il est proposé d'autoriser le maire à prendre des décisions nominatives d'attribution des aides en validant les dossiers instruits en commission d'attribution des bourses par application des nouveaux critères ci-dessous définis,
ainsi qu'à signer tous les documents afférents. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, on précise un peu l'attribution des bourses d'aide au projet. Hein. On va juste rajouter le critère financier. Critère financier. Voilà. Mais enfin, en même temps, on vous rappelle l'ensemble des critères, c'est plus clair pour tout le monde. Est-ce qu'il y a des abstentions? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 7. Tarification des prestations de la base de loisirs. Monsieur Rambaud. Donc après la buvette, après la guinguette, on va continuer sur la base de loisirs avec des activités, notamment nouvelles, qui vont être proposées pour la période estivale. Donc notamment 3 nouvelles prestations, donc avec ce qui s'appelle un droit de mouillage, hein, donc pour les usagers qui souhaitent naviguer sur le lac avec leurs propres embarcations, et bien entendu qu'embarcations non motorisées. Pour également les locations d'embarcations et pour les activités encadrées par le service des sports, à destination des groupes de 12 personnes maximum qui souhaitent bénéficier d'une séance découverte dispensée par une personne diplômée. On aura des éducateurs sportifs tout l'été qui seront à disposition de tous les groupes qui se pressent déjà nombreux. Au regard des prix appliqués par les structures de bord de mer ou par les sites proposant une pratique similaire, il vous est proposé de retenir la grille tarifaire ci-dessous. Alors pour le droit de mouillage pour les embarcations non motorisées de moins de 3,50 m, pour 1 heure donc 5 €, pour une demi-journée 15 €, et puis un tarif d'avril à octobre de 100 €, sachant que bon, c'est surtout la période estivale qui est concernée. Concernant les locations d'embarcations pour le grand public, tarif pour 1 heure, donc des paddles stand-up donc à 8 € de l'heure, canoë 10 € de l'heure, une nouvelle activité cette année donc avec des pédalos 15 € de l'heure, et puis donc pour les pédalos, si ce sont des groupes ou des centres de loisirs ou associations qui souhaitent louer les pédalos, c'est un tarif de 10 € de l'heure. Et puis enfin pour les paddles grand format XXL, 20 €. Pour ce qui concerne les activités nautiques encadrées, donc le stand-up paddle, séance d'1 h 30 encadrée donc pour un groupe, hein, bien entendu de 12, 150 €. Si les mêmes groupes souhaitent une séance de 3 heures, 250 €. Et pour le canoë, pour le groupe séance d'1 h 30, 175 €. Et pour canoë séance de 3 heures, c'est-à-dire demi-journée, 300 €. Et bien entendu, toutes ces séances sont encadrées par les éducateurs sportifs. Bon, la grande nouveauté, ça va être les pédalos sous le lac. Hein. Voilà. Les paddles, il y en avait déjà, mais enfin, on prend un paddle XXL et on a rajouté des paddles. Et pour le canoë, c'est pour dans la rivière. Ou c'est sur le lac aussi. Sur le lac aussi. Oui, parce que dans le loin, je crains qu'il n'y ait pas beaucoup d'eau cet été pour faire du canoë dans le loin, malheureusement. Oui, monsieur Balaban. Je ne comprends pas trop les activités nautiques encadrées. C'est 1h30, donc c'est qui va l'encadrer exactement? Ça sera encadré par un éducateur sportif de la ville pour des groupes constitués de 12 personnes. Ça n'a rien à voir avec le club. Il n'y a plus d'activité club, mais tout ce que je viens de vous dire, c'est des activités municipales. C'est des activités sous l'égide de la commune. C'est sous l'égide de la commune, donc c'est municipal. Et comme on a de nombreuses communes ou centres de loisirs ou associations qui ont déjà frappé à la porte pour cet été, donc l'obligation c'est d'être encadré par des éducateurs sportifs diplômés, sinon c'est pas possible. Oui. Mais c'est vrai que de toute façon, il faudra que se recrée une association sportive pour qu'on puisse développer ces activités le soir ou le week-end. Bien sûr. Exactement. Une petite précision pour les groupes, parce qu'en fait, c'est pas marqué pour les pédalos. À partir de combien considérer le groupe? Pédalos, on n'a pas prévu pour les groupes, tout simplement. Juste pour le savoir. On peut dire que sachant que cette année, on a 4 pédalos, donc à la limite, c'est la première année. Suivant le nombre qu'on peut avoir. On verra. On peut considérer que le pédalo, il n'y a pas besoin d'un encadrement. Alors que le paddle et le canoë, on peut avoir des activités de groupe. Voilà. En pédalo, des activités groupe. Voilà. On peut être dans une famille. Une même famille peut louer 2 ou 3 pédalos en même temps. Bon, c'est rare qu'on en loue 4 ou 5 en même temps, quoi, mais on peut connaître une famille peut louer 2 pédalos en même temps, mais dans ce cas-là, ça sera un peu différent.
On n'est pas dans le contexte groupe, quoi. Donc les activités ne seront pas c'est ici, là, Très bien. Je vous propose donc de voter ces tarifs. Et on verra bien. Hein, on en fera un bilan à la fin de la saison. Hein, puis on rectifiera après. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 8 et 9, ça concerne des conventions de mise à disposition du centre aquatique municipal Claude Blin, l'une à l'association utilisatrice qui est les Palmeurs du Gâtinais et l'autre à la Palme Chalétoise. Délibération numéro 8 et 9, Monsieur Rambaud. Oui, donc la première, ça concerne les Palmeurs du Gâtinais. Donc dans le cadre de sa politique de soutien et développement des activités physiques et sportives, la commune réalise, gère et assure la maintenance d'équipements sportifs répondant aux besoins qu'elle met à disposition des associations sportives pour leur permettre de mener à bien les différentes actions de leur projet de développement. Donc dans cette optique, elle met à disposition du club de nage avec Palme et Palmeurs du Gâtinais la piscine de l'Aune depuis de nombreuses années. Donc à l'occasion de la mise en service du nouveau centre nautique Claude Blin, équipement sur commune mesure avec l'ancienne piscine, il convient de redéfinir les modalités d'utilisation de l'établissement par le club. C'est l'objet de la convention annexée à délibération qu'il s'agira d'approuver le contenu, d'autoriser la signature par Monsieur le maire et le président du club. Très bien. Oui, Monsieur Lalo. Oui, j'ai donc un peu lu, voire relu les deux conventions. J'interviens sur les deux conventions parce que ma remarque va tomber sur les deux. On met à disposition des clubs, mais à un moment donné, je pense qu'il faut qu'on considère qu'on met aussi à disposition des adhérents du club. Des adhérents du club à jour de leur licence. Je pense qu'il faut qu'on fasse sur des histoires de responsabilité et de cohérence, qu'on ait bien affaire à chaque fois à des adhérents du club qui viennent dans le cadre de la convention. Les adhérents du club à jour de leur licence nationale. Il y a une histoire d'assurance et de responsabilité qui nous revient. Pour moi, ça allait de soi. C'est la responsabilité du président de l'association. Hein, oui, mais il y a quelqu'un que je connais bien qui disait ça va sans le dire, mais ça va mieux encore en le disant. C'est vrai qu'il va de soi qu'on a deux clubs qui sont des clubs affiliés à des fédérations nationales, l'une... nage avec Palme et l'autre plongée. Voilà, l'une nage avec Palme, l'autre plongée. Donc il va de soi que tous les adhérents qui fréquentent ce club sont licenciés à cette fédération, à l'une de ces fédérations. Je crois que c'est bien de le préciser, parce que en réfléchissant depuis que bon, Jacques a fait cette proposition tout à l'heure, hein, je lui dis qu'il la propose, je pense que on privatise un équipement pour une association. Il faut qu'on veille à ce qu'on ne privatise pas un équipement de cette nature-là, mais c'est valable avec les gymnases, c'est valable pour des salles culturelles, qu'on ne privatise pas un équipement pour un club de loisirs qui très vite vivrait sur lui-même. Donc là, notre garantie, c'est qu'en demandant à ce que les gens qui fréquentent ces établissements soient affiliés à un club, enfin licenciés dans un club affilié à une fédération nationale, c'est un gage pour nous. D'autant que dans le cadre de la mise à disposition de cet équipement au club en question, nous faisons la nouveauté, c'est que les plus de 18 ans paieront un droit d'entrée à la piscine comme si c'était alors payer le tarif chalétois, ils paieront chaque semaine un droit d'accès à la piscine, comme usager, qui sera contrôlé par un employé de la piscine. Et par contre, on a fait la gratuité s'agissant de clubs avec des écoles, pour les mineurs. On fait la gratuité pour les mineurs. Donc leur garantie aussi pour nous, c'est que les mineurs soient effectivement affiliés, bien licenciés dans le club et affiliés à une fédération sportive nationale. Voilà. Ça nous donne aussi une garantie. Moi, je pense que c'était évident, mais c'est peut-être mieux en le précisant parce que on est sûr qu'on ne privatise pas un équipement pour le plaisir de quelques personnes. Vous voyez ? On l'a vécu dans le passé, hein. Pas sur la piscine, mais
on l'a vécu dans d'autres équipements dans le passé, un passé plutôt lointain, mais ça, vous savez, les clubs, ils sont très ouverts au départ. S'il n'y a pas un projet sportif véritablement, ou culturel, ou quel que soit le domaine, hein, il n'y a pas un vrai projet partagé, le club il est ouvert au départ, et puis une fois que le groupe est constitué, il a vite fait de se refermer, parce qu'on est tellement bien entre nous. Vous voyez? Donc voilà, moi je pense que je vous propose de rajouter quelque part dans la convention que les membres du club ont une obligation d'être affiliés, à avoir une licence et d'être donc affiliés à une fédération nationale. Et on contrôlera évidemment a posteriori, parce qu'on travaille en confiance, donc on fera des contrôles a posteriori pour s'éviter un travail inutile administratif, que les gens qui fréquentent le club sont bien affiliés à une fédération nationale. Oui. Monsieur Maire, je pensais aux personnes, parce qu'en fait, des fois, les clubs sportifs font des portes ouvertes, des sortes de portes ouvertes, c'est-à-dire un essai aux jeunes enfants qui puissent pratiquer le sport. Et dans ces cas-là, ces jeunes enfants ne sont pas licenciés. Alors comment ça se passe pour cela? Si on l'indique, si on l'écrit comme M. Lalo vient de proposer, par définition, si quelqu'un vient pour une journée d'initiation, il est par définition pas adhérent du club. Ça fera partie des dérogations. Enfin, alors, ça fait comme plusieurs mois qu'on discute avec les deux clubs. On a eu des longues heures de discussion et je vais passer rapidement. Ça rentre dans un cadre bien particulier et tout ce qu'on vient de dire, c'est un cadre. On restera dans le cadre. Les séances de découverte, à mon avis, ne pourront pas s'inscrire dans ce registre-là, parce que sinon, en termes de recevabilité, il y aura un souci. Découvertes peuvent se faire par le biais notamment du samedi 3 septembre, quand on aura la fête des sports. Là, c'est le moment où chacun peut découvrir les activités de rentrée, mais pas pour autant une séance de découverte dans un équipement spécifique, avec toutes les conditions de sécurité autour. Là, ça ne pourra pas être possible. Et ça, on l'a évoqué également avec... Non, mais les journées ouvertes comme ça, on demandera au club de nous déclarer, et puis on fera un avis de dérogation. Hein. Très bien. Bien, donc je vous propose donc de passer au vote. Donc, concernant la délibération numéro 8 et sous réserve des modifications qu'on vient d'indiquer, avec les palmeurs du Gâtinais, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Donc la convention est adoptée. Délibération numéro 9 avec la palme chalétoise. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté, merci. Délibération donc 9 bis qui est rajouté sur table, c'est une modification du règlement intérieur. C'est M. Rambaud, pardon. À vous, à toi. Comme l'a expliqué M. le maire tout à l'heure, on a délibéré, je crois que c'était le dernier conseil ou l'avant-dernier, pour le règlement intérieur de l'ouverture du centre Claude Blin. Et qu'on vient de rajouter, vous avez autorisé M. le maire tout à l'heure, à rajouter dans l'article 10 et dans l'article 13 des paragraphes spécifiques sur le comportement à l'intérieur de l'équipement et puis sur les sanctions éventuelles lors de débordements et de non-respect du règlement intérieur. Très bien, je pense voilà, il faut réagir vite et bien. Ce que l'on fait là avec cette modification, conformément à ce règlement, j'ai signé 3 arrêtés individuels nominatifs d'interdiction de la piscine à trois jeunes de Chalette qui ont une interdiction de fréquenter la piscine temporairement et pour une durée limitée au vu de leur comportement. Voilà. Donc ça permet aussi de sécuriser juridiquement ce genre de décision. Je reviens sur la délibération avec les clubs pour la piscine. Le fait aussi, bien évidemment, tout ce qui se passe à la piscine dans le cadre, sous l'égide d'une association, se fait sous la responsabilité absolue du président de l'association, Christophe rappelait. Enfin, en ayant obligation d'avoir une adhésion à une fédération, à une licence à une fédération, je pense que la personne est elle-même couverte
par l'assurance de sa licence fédérale, ce qui donne quand même pour nous une sécurité supplémentaire, parce qu'imaginons, voilà, il y a un souci grave pendant une de ces séances avec un cas qui est inconnu. On va dire comment on nous demandera des comptes à nous, hein. Comment cette personne est arrivée dans ce bassin pour s'y noyer éventuellement. Donc c'est aussi une sécurité juridique en plus d'une logique que j'ai rappelée tout à l'heure. Voilà, donc je referme la parenthèse. Donc pour la modification du règlement intérieur du centre aquatique, est-ce qu'il y a des questions? Oui, monsieur Balaban. Merci, monsieur le maire. C'était par rapport à l'article 8 de tenue. Je pose des questions car étant donné qu'on a des clubs sportifs qui vont utiliser ce lieu, et comme ils auront des combinaisons, si on s'en tient au règlement intérieur, ils ne pourront pas utiliser des combinaisons puisqu'il n'y a que parce que je vois bien que les caleçons et shorts de bain sont interdits. Le port du short est uniquement autorisé pour le personnel municipal d'encadrement. Puis ça aussi, je ne comprends pas pourquoi les encadrants auront droit et pas les usagers. Ça aussi, je ne comprends pas trop. Parce qu'il y en a qui sont usagers et d'autres qui sont salariés, c'est tout simplement, et c'est la loi. Une personne qui fait de la plongée, il a un équipement de plongée, mais je pense qu'il a un équipement de plongée, c'est-à-dire une combinaison de plongée, quand il plonge l'hiver dans de l'eau froide. L'été, dans une piscine à 30 degrés, il n'aura pas une combinaison de plongée, il sera en maillot de bain, tout simplement. Donc la question ne se pose pas, monsieur Balaban. Il y avait aussi la présence, c'est pour les enfants en bas âge, qui n'ont pas acquis la propreté, doivent porter une couche spéciale piscine, ce que je trouve très bien. Ils peuvent porter un équipement de protection solaire, y compris dans les bassins. Et je me pose la question, c'est pourquoi les autres enfants de moins de 12 ans, moins de 16 ans, ne pourront pas aussi... Parce qu'on parle de nourrissons. Oui, et pourquoi les autres n'auront pas droit? Parce qu'ils ne sont pas nourrissons. Et alors? Ça paraît évident? Non. Ça paraît évident. Non, vous allez m'amener sur un terrain sur lequel je n'irai pas, auquel vous posez de fausses questions. Non, pas auquel je n'ai pas de réponse à apporter ce soir. Monsieur Gay, vous me la formaliserez par écrit, s'il vous plaît. J'aurais besoin d'une précision sur vous refusez le débat. Cet échange qui a lieu en ce moment. Quand on parle de combinaison, est-ce qu'on parle de combinaison de plongée uniquement ou d'autres types de combinaisons? De combinaison de plongée, bien sûr. On parle bien que de ça. On parle de la combinaison de plongée des plongeurs qui ont, dans un cadre, on privatise la piscine à ce moment-là, pour un club affilié à une fédération nationale. Ils ont des combinaisons de plongée, mais qu'ils utilisent quand il fait froid. Mais dans la piscine, il fait 28 à 30 degrés. Donc ils ne mettent pas de combinaison dans la piscine, ils mettent des combinaisons en milieu ouvert. Donc la question ne se pose pas. Voilà, c'est tout. Ouais, moi je suis un peu surpris parce que certains devraient relire les règlements intérieurs de la piscine de l'Aune. Certains seraient beaucoup plus jeunes. Mais ce qu'on est en train de dire, ça fait 30 ans que ça fonctionne comme ça. Oui, la question, ça fait 30 ans que la même question se pose. Donc pourquoi la pose aujourd'hui, alors que le club de plongée, depuis 1976, il fonctionne dans la piscine. Enfin, voilà. Je parle aussi des enfants de bas âge, monsieur Rambaud, et puis là, j'ai pas de réponse. Et je ne comprends pas pourquoi un enfant de moins de 10 ans n'aura pas de droit. Bien. Non mais monsieur Balaban, arrêtez. C'est le cinéma. Ce n'est pas un cinéma, mais si, c'est du cinéma. C'est une réalité. Oui. Il y a des enfants. En tout cas, je considère que la question ne se pose pas en dehors de votre cerveau. Ah ben merci, voilà. Monsieur le maire. Vous êtes très insolent ce soir. Merci. Alors, je vous propose donc de voter cette modification du règlement intérieur. Est-ce qu'il y a des oppositions? Oui, moi, monsieur le maire. C'est très bien, monsieur Balaban. Des abstentions? C'est donc adopté, moins une opposition. À la majorité absolue. Merci. Délibération numéro 10. Programme senior des vacances 2022, convention avec l'Agence nationale pour les chèques vacances, ANCV, fixation des tarifs pour le séjour, Madame Brandon. Merci Monsieur le maire. L'Agence nationale pour les chèques vacances, ANCV, a mis en place en 2007 un programme appelé Seniors en vacances, destiné aux personnes âgées. Ce dispositif a pour vocation de rompre l'isolement des personnes âgées et de créer un lien social en proposant des séjours à tarif préférentiel. La prestation comprend l'hébergement en chambre double,
la pension complète, des activités quotidiennes, des animations en soirée et au moins une journée d'excursion. Par ailleurs, les personnes répondant aux critères d'éligibilité définis par la NCV peuvent bénéficier d'une aide financière au départ. Cette aide est versée directement par la NCV aux prestataires touristiques. Ainsi, les bénéficiaires ne doivent acquitter que leur reste à charge, déduction faite du montant de l'aide. Les critères d'éligibilité au programme sont être âgé de 60 ans ou plus à la date du départ. Le seuil est ramené à 55 ans pour les personnes en situation de handicap. Retraités, les retraités cumulant emploi et retraite sont éligibles au programme ou sans activité professionnelle. Les accompagnants du senior, personnes rattachées au foyer fiscal, les enfants en situation de handicap et les aidants. Les personnes éligibles à l'aide financière LCV sont les retraités dont la ligne revenu imposable mentionnée sur l'avis d'imposition 2020 sur les revenus 2019 est inférieure ou égale au montant indiqué dans les tableaux en fonction ci-dessous des parts fiscales. Alors, pour les personnes seules, en ayant une part, le 14 961. Pour une part 5, 20 002. Pour deux parts, 25 044. 2 parts, 5, 30 085. Et 3 parts, 35 127. Pour les couples mariés, donc on part directement à 2 parts, 28 235. 2 parts, 5, 33 276 et 3 parts, 38 318. Ajouté par demi-part supplémentaire, 5 041 pour les personnes seules, pour les couples mariés, 5 041 également. Les aidants familiaux d'une personne âgée ou en perte d'autonomie ou en situation de handicap, un séjour de répit seul ou accompagnant sont aidés. Les aidants professionnels qui accompagnent des personnes en situation de handicap ou de dépendance sur présentation de justificatif de personnes aidées. Les tarifs applicables en 2022. Le coût d'un séjour de 8 jours, 7 nuits, quel qu'il soit, ressortant du programme Senior en vacances, à une date comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022, hors vacances d'été est fixé en 2022 au prix maximum de 410 € par personne ou 230 € par personne bénéficiant de l'aide financière ANCV ou mineur. À ce coût s'agit 0,90 de taxe de séjour par nuitée, 25 € d'assurance annulation, 65 € de participation aux frais de transport, 50% du coût. Aussi, pour le séjour du 3 au 10 septembre 2022 au Famille Hôtel à Vic-sur-Serre, situé dans le département du Cantal, il est proposé un tarif de 505 € par personne, c'est-à-dire 410 €, plus 5 €, plus 25 €, plus 65 €. 325 € lorsque la personne bénéficie de l'aide financière. Un supplément de 65 € de frais de transport pour les non-chalétois. Un supplément de 77 € lorsque la personne souhaite une chambre individuelle. Les modalités d'inscription et d'annulation. Le séjour est limité à 40 participants. La priorité est donnée aux chalétois, aux personnes partant pour la première fois, aux personnes isolées et aux bénéficiaires de l'aide financière NCV. L'inscription est définitive à réception d'un acompte de 100 €. Le paiement pourra être échelonné, sachant que le solde du prix total devra être parvenu au moins 30 jours avant le départ. Tout retard dans le paiement du solde pourra être considéré comme une annulation. L'assurance annulation couvre les frais d'hébergement, de restauration et d'activité. Les frais annexes, tels de séjour, transport et assurance sont inclus. En cas d'annulation du séjour pour quelque raison qu'il soit, les sommes versées seront remboursées sous réserve des retenues suivantes. De 30 à 7 jours avant le départ, 50% des frais annexes, soit 47,50 €. À moins de 7 jours avant le départ, avant la date du départ, 100% de frais annexes, soit 95 €. Il est proposé d'approuver les modalités d'inscription et du règlement et d'autoriser
Monsieur le maire a signé la convention afférente avec la NCV pour le programme Seniors en vacances 2022. Merci Madame Brandon. Donc vous avez tous les détails de cette affaire, précisément, dans cette délibération. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Madame Durand. Bonsoir. Je trouve ça très intéressant par rapport aux personnes âgées, et je pense à leurs aidants ou les personnes qui posent des problèmes de comportement ou qui ont besoin de répit. Quelles modalités sont prévues pour communiquer de cette nouvelle prestation sur la commune aux habitants afin de pouvoir... Je crois que la communication a déjà été largement faite auprès des intéressés, puisque je crois que le séjour est déjà complet. Oui. Voilà. Hein? Parce que le séjour est déjà complet? Pour l'instant, on prend les inscriptions et Ah, on va faire comme on a dit, voilà. Et alors la communication a été faite comment jusqu'à présent, Michel? Sur le... Ça va apparaître dans le CPC, ça va apparaître dans le CPC du mois de juin. Voilà. Puisque la sortie, c'est au mois de septembre. Oui, voilà. Si je peux me permettre une petite remarque, les personnes les plus isolées et les plus fragiles ne sont pas forcément celles qui s'inscrivent spontanément toutes seules. Oui. Voilà, spontanément toutes seules, et les premières informées, les premières prêtes à faire ce genre de démarche. Par exemple, je suppose que vous avez une liste en commune de toutes les personnes vulnérables à appeler en cas de crise ou pendant la période. Tout à fait, oui. Oui, le fichier est en cours de mise à jour, puisqu'on a relancé auprès de... Voilà, on reçoit tous les jours là, des gens qui se déclarent personnes vulnérables, donc on va mettre à jour notre fichier là, pour le début juin. Parce qu'on vient d'envoyer... Officiellement, là, on met en place la veille vulnérabilité chaleur à partir du 1er juin. Hein, c'est ça. Qui va jusqu'à fin octobre, jusqu'à fin septembre. Donc oui, on peut informer les personnes vulnérables. Ce serait plutôt les familles qu'il faut toucher. C'est souvent la famille qui peut aider la personne en question à partir. C'est un choix parfois difficile, enfin, que la personne en question ne prendra pas toute seule. S'il y a la famille ou l'aidant derrière qui pousse, oui. Mais tout ça, oui. Mais enfin, vous avez raison. Et est-ce qu'il est prévu, par exemple, exceptionnellement, que des personnels du CCAS puissent aider des personnes vulnérables isolées à faire la constitution du dossier? On le fait déjà. Hein. Oui, oui. Ouais. Ah, ça, oui, ça c'est obligatoire. Ça, c'est normal, ça, c'est automatique, je dirais. Hein. Si, avec les personnels du CCAS ou du Sénurpa, c'est automatique. D'accord, et on pourrait penser également à faire un appel à des bénévoles pour accompagner des personnes qui n'ont pas de famille, justement. Nous accompagnons, nous déjà. Hein. Voilà. Les aidants qui n'ont pas d'aidants. C'est nous. Oui. Les aidants, après, c'est pour ça que c'est un séjour organisé par le Sénurpa, c'est-à-dire qu'il y a l'accompagnement de la commune. Donc les élus qui accompagnent et les agents de la commune, du Sénurpa, qui accompagnent le séjour et qui sont là en lien avec... Alors on achète des séjours clés en main, hein. Donc l'organisme d'accueil a lui-même ses propres, comme pour les enfants d'ailleurs, si je fais un parallèle, il a lui-même sur place ses propres accompagnants, enfin personnes qui prennent en charge les groupes pour les visites et pour les animations, etc. Donc, on achète des... Pour le voyage, on est là, nous aussi. Et pour le voyage, il y a le personnel communal et les élus qui accompagnent. On ne les laisse pas partir tout seuls. On le fait à chaque fois. Hein. Malheureusement, ça arrive sur les personnes âgées ou autres qui font des qui pendant le voyage ont des soucis de santé. On les prend en charge. Hein. On est parfois même amené à les rapatrier. Voilà. Donc on les prend en charge. On est là. Voilà. La formule NCV permet à des personnes, au départ, ça permet à des personnes à très faibles ressources de partir en vacances une semaine dans des conditions vraiment défiant toute concurrence pour quelques centaines d'euros. On part une semaine, tout frais compris. Mais elle permet aussi de compléter ça avec des gens qui ont des revenus normaux et qui permettent du coup à des retraités et personnes âgées de partir en groupe d'amis. Mais on peut être amis, on n'a pas forcément les mêmes revenus. Donc ça permet de garder quand même des groupes d'amis et qui partent en même temps au même endroit, quel que soit leur revenu. Donc ça c'est cette formule, je pense qu'elle est bien,
parce qu'elle permet de mixer socialement, si on peut dire, les groupes que l'on envoie en vacances comme ça. Voilà. Ça les sort un peu de leur habitude, ils voient une autre personne, voilà, il y a plein d'activités. Très bien. Bien, donc alors là, je vous propose de valider l'ensemble de la délibération qui est très précise, hein, puisqu'elle fixe, en fait, c'est les règlements, c'est le règlement de mise en œuvre de cette affaire-là. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 11. Création d'un comité social territorial local avec formation spécialisée. Madame Euguy. La loi du 6 août 2019 sur la transformation de la fonction publique crée une nouvelle instance paritaire qui fusionne le comité technique et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Le comité social territorial, obligatoire dans toutes les collectivités de plus de 50 agents et au sein duquel est instituée une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail si la collectivité compte plus de 200 agents. Cette instance entrera en vigueur au 1er janvier 2023 à l'issue des élections professionnelles du 8 décembre 2022. Donc aujourd'hui, on s'est réunis pour le CT. Le 2 juin, on va se réunir pour le CHSCT. Et donc à partir de 2023, ces deux instances seront réunies en une seule. Voilà. Bien, bon, c'est l'application de la loi. Vous savez que donc, les élections auront lieu en décembre 2022, qui va renouveler l'ensemble des instances. Très bien. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 12, mise à jour du régime indemnitaire. Madame Euguy. Dans le cadre de la réorganisation du pôle Action sociale et famille, il est nécessaire de compléter la délibération du 1er juin 2021 sur la mise à jour du régime indemnitaire en intégrant le cadre d'emploi des cadres de santé infirmiers dans le dispositif RIF7. Les autres dispositions restent inchangées. Il est proposé de fixer les montants maxima de l'IFSE et du CIA comme suit. Donc, par groupe de fonctions, poste de la collectivité. Cadre de santé infirmiers et techniciens paramédicaux, G1, donc il y a directeur de pôle, directeur adjoint de pôle. Alors le montant maximum annuel de l'IFSE, 25 500 €. Le G2, responsable de structure médico-sociale, 20 400 €. Les groupes de fonctions, donc pour les fonctions de poste de la collectivité, cadre de santé infirmiers et techniciens paramédicaux, donc le montant maximum annuel aussi de CIA. Donc pour un G1, directeur de pôle, directeur adjoint de pôle, 4 500 €. Un G2, responsable de structure médico-sociale, 3 600 €. Voilà. C'est une mise à jour. C'est pour l'emploi. Je pourrais vous expliquer. Moi, ça fait 10 ans qu'on m'explique le RIF7, je n'ai toujours pas compris. Mais je laisse aux spécialistes cette question de ressources humaines. Mais bon, c'est comme ça. C'est lié au régime indemnitaire, le nouveau régime indemnitaire des agents de la fonction publique territoriale en particulier. Voilà. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 13, une convention avec l'EPAGE du Loiret, l'EPAGE du Loing, pour la mise à disposition d'un conseiller en prévention. Madame Euguy. L'établissement public d'aménagement et de gestion des eaux, l'EPAGE, est à la recherche d'un nouvel assistant ou conseiller en prévention pour assurer la poursuite des actions de prévention au sein de la structure. Dans ce cadre, le conseiller de prévention de la ville a été sollicité pour assurer cette mission, représentant une demi-journée par mois. En contrepartie, l'EPAGE indemnisera la ville de Chalette-sur-Loing au prorata du temps de travail réalisé. Sur ces bases, il est proposé d'autoriser M. le maire à signer la dite convention.
Voilà, c'est pour mettre à disposition de l'épage. Oui, monsieur Malo. Je m'interroge 4 heures par mois pour un conseiller en prévention. Combien d'agents sur l'épage, le territoire de l'épage, c'est une sacrée question parce que c'est la santé. Le président d'épage surtout. Comment? Le président d'épage, responsable de la structure. Oui, d'accord. Le nombre d'agents, le territoire de l'épage, parce que 4 heures d'intervention d'un conseiller de prévention, ça couvre à peine les missions de participation au CHSCT. Donc alors après, si on passe une convention pour faire plaisir à Benoît Dijon, je veux bien, mais si on vise vraiment à respecter, à travailler aux meilleures conditions de travail des agents de l'épage, on n'est pas dans le moule. C'est le besoin tel qu'ils l'ont estimé eux. Alors, la directrice de l'épage est partie, il y a un nouveau qui arrive, on verra. Avec... Alors, il y a combien de salariés dans cette épage? Je ne sais rien, on m'a dit, est-ce que, sur le principe, vous seriez favorable à ce qu'on partage sur quelques heures de travail? Sur le principe, je ne suis pas opposé. Bon, maintenant, moi je fais confiance comme mutualiste pour des cacahuètes, ça ne sert à rien. On se fait plaisir. Oui, non, j'entends. Écoutez, moi je fais confiance à notre agent pour... je ne suis pas au président de l'épage. Non, à notre agent que l'on met à disposition pour nous tenir informés si les conditions d'intervention, c'est-à-dire que si on lui donne la possibilité au sein de cette structure-là d'accomplir sa mission ou pas, si je pense qu'il a une certaine déontologie, s'il estime qu'il ne peut pas, avec 4 heures par mois, d'accomplir sa mission, il nous le dira et on le dira. Voilà. On fera un contrôle a posteriori. On ne fera pas de contrôle a priori. Hein, dans l'esprit de la liberté. Cela dit, c'est sûr que Benoît, il n'a pas forcément... Je m'abstiendrai, vous transmettrez mon abstention à M. Benoît Dijon. Constructif. Très bien. Très bien. Oui, ils sont bons, on verra. De toute façon, ça remonte. Honnêtement, oui, ça ne correspond pas. Je ne sais pas à quoi ça correspond, donc on verra a posteriori. C'est le principe, mais bon, après s'il faut doubler ces heures d'intervention, on pourra aussi trouver un autre système, c'est que si les heures à consacrer à cette épage, enfin, la question en question au sein des pages doit dépasser un certain nombre d'heures, il faut utiliser un autre système, c'est plus une mise à disposition, c'est qu'un agent... Un agent public peut avoir plusieurs employeurs dans une limite fixée par la loi. Donc dans ce cas-là, on lui dira, on t'autorise, comme le demande un certain nombre d'agents publics, à avoir une autre activité professionnelle avec un autre employeur dans une limite fixée par la loi. Et dans ce cas-là, il fera les heures dans la limite fixée par la loi avec ce second employeur, et ce second employeur le rémunérera directement. Ça sera plus simple. Et oui, comme ça. Voilà. Bon, écoutez, on va partir comme ça. On ne va pas laisser M. Dijon dans le besoin et dans la peine. Et on verra comment ça se passe. Monsieur Baladant. Oui, monsieur le maire, donc dans l'article 2, modalité de la mise à disposition de cette convention, il y a dans le 6e paragraphe, ce n'est pas le forfait établi en fait. Pardon? Il n'y a pas écrit le forfait établi, il y a 2 points d'interrogation avec oui, c'est vrai. Alors, c'est parce que la convention elle arrive de l'épage. La page 4. Hein? Oui, c'est la page 4. Alors, vu la délibération, point d'interrogation, donc c'est celle d'aujourd'hui, ça c'est sur la première page. Page 4, selon le forfait. De toute façon, ça sera très simple. Il est hors de question que ça coûte de l'argent à la commune. Donc, à minima, on refacturera euro pour euro ce que nous coûte l'agent. On aura. De toute façon, l'agent, il nous coûte X milliers d'euros par an. Ramené à 1507 heures. 1600 1607 heures.
Ramené à 1607 heures, ça donnera un taux horaire qu'on appliquera, tout simplement. On ne va pas faire de bénéfice non plus. Alors on pourrait mettre une marge de 15% pour les frais généraux que nous coûte la gestion de cet agent. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis voilà. Bon, on vous tiendra informé. Je pense également aux divers primes qu'il peut y avoir et de ne pas l'oublier également dans ce format. L'agent, il nous coûte 20 000 euros, 30 000 euros, 40 000 euros annuels. On prendra le brut annuel TTC et puis on fera une division avec une division. Et puis on refacturera ce que nous coûte l'agent. N'oublions pas de... Très bien. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc je vous propose de voter cette mise à disposition, sachant que de toute façon la mise à disposition, par définition, elle se calcule ex post, c'est-à-dire une fois que sa rémunération annuelle a été établie. Donc de toute façon, on pourra calculer, on pourra refacturer que l'agent nous a coûté. Alors on pourra peut-être partir sur 2022, sur 2021 pour calculer. Et puis, et puis d'une année sur l'autre, on régularisera en fonction de la réalité du coût de l'année passée. Sur l'article 7, il parle que c'est nous qui devons dire combien ça... Ah oui, bien sûr, c'est nous qui connaissons le coût. Donc on partira, pour 2022, on va partir sur sa rémunération 2022, celle-là on la connaît parfaitement. Et puis en fin 2022, on ajustera en fonction de la réalité du coût de l'année en question, par exemple. Bon, pas compliqué. Non, c'est le genre de contrat où la négociation, il n'y a pas de difficulté. On est dans la transparence la plus totale. Puis, de toute façon, pour le nombre d'heures mises à disposition, ça ne va pas ruiner les pages. Bien. Est-ce que je vous propose donc de voter le principe de cette mise à disposition? Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Une. C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 14. Recours à un photographe, en l'occurrence une, pour assurer des vacations au service communication. Madame Hug. Ah ben, j'ai pas de... Pour répondre aux besoins ponctuels du service communication dans ce domaine spécifique, il est proposé de recourir au service d'un photographe professionnel vacataire pour assurer des reportages photos. Il est précisé que ces interventions présenteront un caractère ponctuel, discontinu et sans aucune régularité. Sur ces bases, il est proposé de rémunérer ce professionnel à la vacation à raison de 20 € brut de l'heure, dans la limite de 120 heures pour la période du 24/5/2022 au 39/2022. Donc c'est l'information que Monsieur le maire vous avait donnée en début de conseil municipal. Bien, voilà, bon, écoutez, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. On est sur l'équivalent à peu près d'un mi-temps. Bon, à 20 € brut de l'heure, c'est pas excessif. Donc il s'agit tout simplement d'une jeune Ukrainienne qui a été accueillie sur le Montargois, qui est prise en charge, la marraine c'est Madame Servet, la pharmacienne du Gour, sous l'égide du Rotary. Voilà. Donc cette personne est hébergée dans un logement d'un des membres de l'association sur Villemandeur. Donc on vous propose de faire travailler cette personne sur quelques heures par semaine et on vous propose que le fruit de son travail soit exposé à la fête de Chalette ou avant s'il y a un événement qui s'y prête, mais voilà. Ce sera notre modeste contribution à la manifestation de la solidarité avec ce qui se passe en Ukraine. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté à l'unanimité, merci. Délibération numéro 15, c'est le compte-rendu de la délégation d'attribution du maire. Vous avez l'intégralité des décisions prises par moi-même en fonction de la délégation, que ce soit en matière de décision ou en matière de marché public. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà. Bien, donc je demande de prendre acte de cette communication. Écoutez, la séance du conseil municipal est donc terminée.
Il est 21h42. Il y a des questions? Oui. Qui lève la main? Parce que vous avez levé la main tous les deux. Donc c'est M. Gage qui lève la main. Merci, monsieur le maire. Juste une question. Nous souhaitons vous relancer sur les mises à jour du plan communal de sauvegarde. Le PCS. PCS. Pour mémoire, il y a un retour d'expérience de 2013 publié par les services de l'État, les services de la sécurité civile, qui indique qu'en cas d'accident nucléaire, beaucoup de communes n'ont pas rempli leurs obligations en 2013, c'était le retour d'expérience. J'ai eu l'occasion de participer il y a quelques mois à une réunion de l'agence de sûreté nucléaire à l'ESN dans Pierre-en-Burly qui montrait que ces problèmes persistent. C'est-à-dire que à la fois du côté des services de l'État et du côté des communes, tout n'est pas forcément calé pour évacuer les populations, prendre les mesures qui s'imposent en cas d'accident nucléaire. Bien sûr, tout le monde souhaite qu'il n'y ait pas d'accident nucléaire, mais sait-on jamais. Et c'est pour ça qu'il nous paraît important que le plan communal de sauvegarde de la commune soit simplement actualisé, relu pour voir si tout va bien. Alors écoutez, pour ce qui concerne le nucléaire civil, évidemment, le nucléaire militaire, personne n'est à l'abri. Pour le nucléaire civil, nous ne faisons pas partie du périmètre jusqu'à présent dans lequel la prise en compte de ce risque est une nécessité. Donc, moi, je ne vois pas sur quelle base je pourrais prendre en compte le risque nucléaire à partir des réactifs que j'ai de l'État. Voilà, parce que le périmètre, c'est un nombre de kilomètres fixé administrativement, je suis plus conversé, et il ne tient pas compte ni des vents dominants, ni je ne sais pas quoi, des marées, je ne sais pas quoi, bref. Voilà, donc je ne sais pas quoi vous répondre sur ce problème de prise en compte du PCS dans la prise en compte du risque nucléaire dans le PCS de la commune. Je ne vois pas sur quelle base, mais je veux bien interroger le sous-préfet pour qu'il nous donne des informations, voilà, tout simplement. J'ai par contre, sur le PCS, interpellé le préfet récemment, suite à l'incendie qu'il y a eu à Chinson, sur l'usine des mélanges, puisque ce jour-là, il se trouve que moi j'étais au centre nautique quand l'incendie s'est déclaré, donc évidemment, outre des coups de fil que j'ai reçus immédiatement d'un certain nombre de salariés de l'usine, mais j'avais le nuage de fumée devant mes yeux, donc je me suis rendu immédiatement sur place, mais c'est une coïncidence. Il se trouve que dans les demi-heures qui a suivi, le sous-préfet, j'ai appelé le sous-préfet d'ailleurs immédiatement, il se trouve qu'il était sur panne en train de contrôler dans le cadre de la crise sanitaire les bistrots de panne pour savoir si les clients de ces bistrots respectaient les règles liées à la crise sanitaire. Bon, je pense que c'est le sous-préfet avec ça à faire, mais bref, c'est comme ça. Et donc il est arrivé, il m'a dit bah, j'arrive. Donc on s'est retrouvé maire, sous-préfet, dans le poste de commandement mis en place par le SDIS. Mais on a débarqué un peu là-dedans comme des chiens dans un jeu de quilles. On ne savait pas quoi faire de nous. Alors par respect, évidemment, il y a un des pompiers qui s'occupait de nous. Mais on n'était absolument pas prévu dans le dispositif. Ils ont pris, les pompiers, la cellule le PC de commandement géré par le SDIS a pris des mesures sans nous consulter, évidemment. Donc ils se sont dit, ah, il y a des fumées qui peuvent être toxiques, donc il faut protéger les populations. La décision qu'ils ont prise, c'est de fermer 5 écoles. Donc Makeba, à Vézine, Pierre-Perret, Claudel, au Bourg, Moineau à la Poissonnerie, jusqu'à Paul Langevin à Montargis. Ça, c'est la mesure qu'ils ont prise. Alors après, il y a eu un long débat. Ça, il était 11h30. Voilà. Et puis après, vers 1h, on a dit, mais bon, il était évident que en même temps qu'ils ont diligenté une société spécialisée pour faire des prélèvements, pour savoir si les gaz, enfin, les fumées étaient nocives pour l'environnement. Ils ont fait évacuer l'usine, en même temps, toute l'usine, sans demander l'avis du chef d'établissement. Et ensuite, ils ont fait des prélèvements. Et à midi, à 1h, parce qu'à midi et demi, le feu il était déjà maîtrisé
on peut dire que le feu était maîtrisé, on était sur place, hein, voilà. Et on s'est dit, il y avait des appels des écoles, à 1h30, les élèves, on les a fait partir à 11h30, parce que c'était l'heure de la sortie, donc ils ont évacué ils ont fait partir les enfants, pratiquement à l'heure où ils auraient dû partir de toute façon, confiner les autres qui mangeaient à la cantine, et 1h30, on fait quoi? Est-ce qu'on accueille les élèves? Personne pour prendre de décision, parce que le chef des pompiers, il ne savait pas ce qu'il fallait faire, pour donner un contre-ordre. Donc c'était un peu voilà, donc je ne sais même plus ce qui a été dit. Je pense que la consigne a été donnée d'accueillir les enfants, mais il était déjà 2 heures. Il était 2 heures, enfin l'heure de la rentrée de 1h30 était largement dépassée, donc de toute façon, les enfants sont pas revenus à l'école l'après-midi. Et je leur ai dit, mais écoutez, vous avez fait évacuer une école à Montargis qui est à 5 km, mais vous avez un foyer le foyer Afstam avec des migrants et des demandeurs d'asile qui est là, de l'autre côté du canal, à 50 mètres, lui, vous n'avez rien fait, alors il est sous vos yeux. Et à 500 mètres, vous avez le foyer autonomie Jacques Duclos qui est à 500 mètres, vous n'avez rien fait non plus. Même Barbus, c'était plus près. J'ai rappelé d'ailleurs que lors des inondations de 2016, les pompiers n'ont absolument rien fait par rapport au foyer Aftam. Hein. Bon, c'est une fois liable. Voilà, donc il y a eu une réunion de débriefing de cette affaire-là, 1 mois et demi après, en visio, où nous étions conviés. On est intervenu sur à quoi sert le PCS, à quoi sert le PCS si les pompiers n'ouvrent pas le PCS pour savoir, puisque là, l'incendie, on considérait que l'incendie par les fumées qu'il produisait sortait du périmètre de l'usine, donc mettait en cause toute ou partie d'un territoire extra au-delà de l'usine, largement au-delà du sinistre. Donc normalement on met en œuvre le PCS. Les pompiers ne connaissent pas le PCS. Moi je dis à quoi sert le PCS si les pompiers ne connaissent pas le PCS, si les pompiers ignorent le maire, de même qu'ils ignoraient complètement le directeur de l'usine. Bon, donc voilà, j'ai posé la question au moment du débriefing qui a eu lieu en visio avec l'ensemble des services de l'État et du SDIS 1 mois et demi, 2 mois après. Bon, dans la visio, ils m'ont écouté. Donc du coup, j'ai fait un courrier au préfet pour lui dire à quoi sert le PCS, à quoi sert le maire dans la mise en œuvre, en lui prenant en exemple ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je n'ai pas eu de réponse à ce jour. Voilà. Donc je pense qu'il y a des sujets, le problème du nucléaire est important, sans doute, mais il nous faut des informations légales pour pouvoir, parce qu'on adopte un PCS, il y a quand même des mesures qui sont opposables, a priori au tiers. Hein. Mais il y a vous voyez, sur un exemple aussi banal que celui-là, enfin, pour qu'un incendie, en préparation, c'est pas banal, ils ne tiennent absolument pas compte du PCS. Oui. Donc, Monsieur le maire, je vous remercie pour votre réponse. J'entends bien aussi qu'au-delà du nucléaire, il y a des progrès à faire dans les services de l'État et locaux autour de ce PCS. C'est parfaitement clair à la lumière de ce que vous avez dit. Sur le nucléaire, à ma connaissance, mais je ne suis pas un spécialiste du sujet, hein, il y a effectivement des obligations qui pèsent sur les communes qui sont à une vingtaine de kilomètres d'une centrale comme Dampierre. Ce n'est pas notre cas. C'est une chose, mais ça n'épuise pas le sujet à ma connaissance. Il y a d'autres obligations ou des incitations qui relèvent des communes qui sont plus loin. Mais je regarderai plus en détail les textes si vous le souhaitez. Mais c'est dans ce cadre-là, c'est ce que j'avais compris. Moi, c'est que les communes comme la nôtre peuvent aussi, doivent aussi, ou peuvent, les deux, hein, doivent pour certains sujets et peuvent pour d'autres, inclure des dispositions dans leur PCS en cas d'accident nucléaire. C'est pour ça que je vous avais sollicité sur le sujet. Mais si vous souhaitez que je regarde les textes, je le ferai. Écoutez, en termes de sécurité civile, sur des affaires de cette nature-là, je dirais que le PCS, quasiment, il s'efface par rapport aux mesures que va prendre l'État et ses représentants dans le cadre d'un poste de commandement centralisé qui... Vous savez, dans une crise grave, il y a des plans qui se mettent en œuvre à l'échelle départementale, régionale, nationale.
Et tous les autres plans, et c'est le poste de commandement qui prend la main sur tout, quelles que soient les règles existantes. Par ailleurs, dans les lois, les règlements, c'est l'instance de gestion de la crise qui est maître de toutes les décisions. Je suis désolé. Voilà. Mais il y a un poste de commandement central, c'est une chose. Mais après, si les plans d'évacuation n'ont pas été préparés en amont, c'est ce qui a été dit très clairement lors de cette réunion à laquelle j'ai assisté, et ce qui apparaît dans le retour d'expérience de 2013, c'est que les communes, elles ont des obligations préparatoires de balisage des circuits, de préparation des plans d'évacuation, etc. Et ça, c'est pas le poste de commandement en cas de crise qui va pouvoir le faire si les mesures préparatoires n'ont pas été faites. En matière militaire, en cas de débâcle, on se replie sur des positions préparées à l'avance. Voilà, comme le dit l'expression consacrée. Mais les positions préparées à l'avance, comme son nom l'indique, elles ont été préparées à l'avance. Moi, qu'est-ce que vous voulez que je mette en place un plan d'évacuation? Le plan d'évacuation, il ne sera pas déclenché par le maire, il sera déclenché par le préfet ou par la cellule de crise. Si on doit évacuer tout ou partie d'un territoire, ce n'est pas le maire qui va décider, qui va donner l'ordre aux Chalétois d'évacuer le territoire. Si après vous me dites, oui, il faut acheter des cachets d'iode pour en distribuer à la population. Non, ça peut faire mourir. Hein? Ça peut faire mourir. Non mais bon, voilà, je veux dire, ça, on peut le faire, mais honnêtement, je vois pas. Mais je vais interroger les services de l'État, ne vous inquiétez pas. Mais honnêtement, moi, pour dire autrement, lorsqu'il y a eu les inondations, le PC, pour prendre un exemple très précis, j'ai pris Chinson, mais je peux prendre le 30 mai 2016, dans la nuit du lundi au mardi, ou du mardi au mercredi, quand j'ai mis en place la cellule de crise à l'hôtel de ville. La cellule de crise devenait le lieu unique de tout le commandement de la ville, que ce soit politique et administratif, parce que là, il faut un lieu de commandement unique où toutes les informations arrivent et toutes les directives partent. Et c'était compliqué à mettre en œuvre, je peux vous dire. Il a fallu 2 jours pour que j'arrive à convaincre ma directrice générale des services de s'installer, non, de quitter son bureau et de s'installer dans le PC de crise et non pas dans son bureau. Parce que c'était inédit, voilà. Et dans la crise que l'on a vécue, dans les quartiers où il y avait des zones entières qui étaient inondées sous 1 mètre d'eau, les services publics ne fonctionnent plus. Les services publics ne fonctionnent plus. Les agents publics peuvent être eux-mêmes à titre personnel concernés par les inondations, donc vous pouvez bien appeler, je dis n'importe quoi, le directeur des services techniques ou les agents, s'ils sont dans l'eau chez eux, ben ils vont s'occuper de leur maison, de leurs enfants, de leur famille. Donc de toute façon, les services publics institutionnels, dans un cas grave comme ça, ne fonctionnent plus. On met en place, on met en place de nouvelles organisations qui supplient l'organisation traditionnelle. C'est pour ça que dans les quartiers, on a mis en place des groupes de travail avec des élus, des fonctionnaires, des citoyens, qui la veille n'existaient pas et qui ont fonctionné pendant 2 jours, pendant 3 jours, où des élus, des agents municipaux, parce qu'ils étaient du quartier ou parce qu'on les avait détachés sur ce quartier-là, ont travaillé sur les 4 quartiers concernés de façon complètement transversale. Il n'y avait plus de hiérarchie, il n'y avait plus d'organisation hiérarchique proprement dite. On a mis en place, de façon éphémère, pendant 2-3 jours, une organisation complètement différente, mais qui était pilotée par un poste de commandement qui était à l'hôtel de ville, sous l'autorité du maire. Et il a fallu que je me fâche ça a commencé le mardi matin, ça s'est terminé le jeudi soir, et pour certaines personnes, ça s'est mal terminé, parce qu'ils n'acceptaient pas cette organisation centralisée qui était nécessitée par les circonstances et qui nécessitait d'organiser un commandement centralisé pour répondre. Et en plus, la préfecture était sous l'eau, le commissariat était sous l'eau, la caserne des pompiers, ils étaient débordés. Donc de toute façon, nous n'avions que nous-mêmes pour faire face à cette crise. Plus rien ne venait de l'État, plus rien ne venait des services de secours. Il a fallu, voilà.
Nous avons évacué des personnes de leur maison, mais ils disaient mais j'ai peur d'être pillé, donc il a fallu aussi organiser, etc., etc. Donc on est dans des situations, là oui, de crise. Alors là, ça a duré deux nuits. 2 jours et 2 nuits, oui. Ça a duré 3 jours de nuit. Voilà, parce que c'était en plein été, et que le loin il a rebaissé immédiatement, que la Seine n'était pas en crue à ce moment-là, mais ça aurait pu durer, voilà. Et donc, voilà, c'est-à-dire que la situation qu'on met en place à ce moment-là, et encore, nous avions de la chance que les télécommunications n'étaient pas coupées. Parce que ça aurait pu se jumeler avec une tempête qui nous mettait des pylônes par terre et qui fait qu'il n'y avait plus de communication. Nous avons gardé tous nos outils de communication, heureusement. Et dans le PCS, on a, après 2016, intégré un peu toutes ces questions-là, d'avoir des moyens autonomes de communication, de déplacement, etc., etc., etc. Voilà. Donc, tout ça pour dire, les risques, il y a les plans, il y a la mise en œuvre des plans tel qu'il s'est fait avec l'incendie sur Hutchinson, où manifestement le PCS ils n'en prennent pas compte, donc on peut mettre tout ce qu'on veut dedans, si les autorités elles-mêmes n'en tiennent pas compte, c'est compliqué. Et puis il y a tous les imprévus que l'on doit gérer de toute façon après dans l'urgence d'une situation de crise. Oui, c'est à propos du plan Orsec, en fait c'est ça qu'on oublie. Nous à Chalette, nous avons conduit un plan Orsec en 72, et on a vu comment ça fonctionnait, et depuis... 72 oui, non, mais oui, depuis aussi longtemps que ça. Et nous sommes concernés sur le nucléaire en matière de transport de matières dangereuses et dangereuses. Ah oui, ça c'est autre chose. Et oui, non, mais c'est pas autre chose. C'est que nous avons quand même des wagons de déchets radioactifs qui passent quand même sur la ligne de chemin de fer ou de Montargis-Nevers. Donc il y a toujours le risque d'accident. Ils sont entre Dampierre et La Hague, ils sont il y a des camions. Non, moi j'ai vu, personnellement j'ai vu. Donc, il y en a peu, mais il y en a sur rail, et il y a toujours ce risque d'accident qui n'est pas négligé non plus. Donc effectivement, mais tout ça relève historiquement du plan Orsec qui n'a jamais fonctionné où que ce soit. Et moi je siège à la commission à Dampierre-en-Burly, et justement sur le risque nucléaire, et on n'a rien pour protéger les populations. Même à Dampierre, les gens ne sont pas du tout protégés. Il n'y a rien qui a été fait, malgré tout l'argent qu'ils reçoivent de Dampierre, enfin d'EDF, ils n'ont fait aucune structure pour se protéger, pour protéger les populations. Et les pastilles d'iode, en France, c'est la pharmacie aux armées qui les distribue, et ils les stockent précieusement, mais ils disent qu'il y en aura toujours au moment voulu. Et ça, c'est leur discours. On verra. Bien, en tout cas, on va interroger. Le transport de matières dangereuses fait déjà partie du PCS actuellement. Oui, non mais évidemment, c'est un risque qui est identifié, mais qui n'est absolument pas quantifiable. Je veux dire, nous avons des autoroutes, une nationale qui accueille les convois exceptionnels, puisqu'elle est dans le schéma des voies nationales permettant les transports exceptionnels, et les identifier en tant que tels. Les aménagements routiers ont été créés pour ça. C'est-à-dire que la nationale 7 fait partie de ces voies qui accueillent des convois dits exceptionnels, etc. Il y a le chemin de fer. Évidemment, il peut avoir un camion, il peut avoir un wagon de chemin de fer, il peut avoir je ne sais pas quoi, qui transporte une matière très dangereuse et qui a un accident. Mais on sera prévenu, personne ne le saura, sauf au moment où surviendra l'accident. Voilà. Donc, ici, il n'y a pas de risque Céveso, par exemple. Donc, on n'a pas un dispositif lié au risque Céveso. Même Céveso niveau bas. Donc, dans les territoires où il y a un risque Céveso, même à niveau faible, il y a toute une panoplie de mesures qui sont prises par anticipation pour gérer des évacuations, des machins, en cas de réalisation du risque Céveso. Ce qui n'est pas le cas ici du tout.
Parce que pour prendre des mesures préventives, il faut évaluer le risque, la nature du danger. Ici, si ça sort bien par un train ou un camion... Pour un train, ça va être réglé. Il y a de moins en moins de trains de marchands. Oui, mais enfin, il y en a encore quelques-uns. Bien, monsieur Badabant, et après on conclut, s'il vous plaît. Merci. En fait, j'ai été interpellé par les habitants par rapport du quartier de la Croix aux Anglais. Vous avez les pavillons là-bas. Et en fait, c'est par rapport à l'entreprise qui soit à côté du hangar, qui brûle les déchets encore. Et dernièrement, ça a été fait le 19 avril. J'ai des photos sur le sujet. Et ça a été fait j'ai les mêmes dates, le 15 octobre, le 22 novembre, le lundi 29 novembre. Le mardi 21 décembre, le mardi 19 avril, dernièrement. Donc, moi, je suis allé les voir personnellement. Je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils voulaient. Alors, ils m'ont dit que c'était des papiers. Je leur ai rappelé qu'ils ne devaient pas brûler les papiers, même si c'est des papiers confidentiels, quoi que ce soit. Il y a ce qu'on appelle une déchiqueteuse. Et qu'ils en ont une d'utiliser la déchiqueteuse pour ceci. Donc, malgré mon intervention, ils continuent de brûler. Et je sais que dans mes mandats précédents, la police municipale a déjà intervenu également. Vous avez déjà envoyé la police municipale à cette entreprise-là. Il y a eu déjà des choses qui ont été faites, mais je constate qu'on n'en prend pas compte. Écoutez, par rapport à cette entreprise, nous avons été amenés à intervenir à différentes reprises dans le passé. Honnêtement, sur une période récente, je n'ai vu rien dans les mains courantes de la police. Rien. Depuis des mois et des mois. Donc ça veut dire que les citoyens en question, il faut leur dire, même si c'est après coup, parce que si après 22 h il n'y a plus de police municipale, le week-end il n'y a plus de police municipale, mais le lendemain ou le lundi, ils doivent appeler la police municipale pour leur faire un signalement, une main courante. Et le jour même surtout, ils font le 17. Voilà. Ils font le 17. Là j'ai écrit au procureur autour de la salle de gym, en face de Makeba, il y a des gens de la rue Le 4, oui, c'est la place. Le 4 Saubourg. Il y a des gens de la rue La Place qui se plaignent des nuisances occasionnées par un certain nombre de personnes qui stationnent sur le parking en face de Makeba. J'ai écrit au procureur, il m'a répondu, au commissariat. Au 17, nous n'avons reçu aucun appel. Aucun. Donc, il faut redire aux citoyens, ils appellent la police municipale, le jour même ou le lendemain, si c'est à une heure qui ne correspond pas aux heures de travail, ils appellent systématiquement le 17, et si ça ne répond pas, ils appellent aussi souvent, enfin voilà, ils appellent jusqu'à ce qu'on leur réponde, ils laissent des messages. Et ensuite, pour ceux qui peuvent être concernés directement par un fait, ils portent plainte au commissariat ou ils portent plainte directement auprès du procureur de la République. Et s'ils ont un problème pour rédiger le courrier, ils viennent voir le secrétaire du maire, on a l'habitude de le faire. Et on écrira directement au procureur de la République. Chaque citoyen peut s'adresser directement au procureur de la République. C'est évite d'aller perdre du temps parfois au commissariat pour porter plainte. Et le procureur de la République prend en compte cette demande au même titre que les plaintes, etc. Voilà, donc c'est la police municipale, le 17, et éventuellement, si on est concerné directement, dans l'intégrité de sa personne ou de ses biens, on écrit au procureur de la République en lui relatant les faits, précisément. C'est pas de la littérature, voilà. Sinon, moi, j'interpelle le commissaire, il me dit, écoutez, moi, j'ai interpellé mon officier de police judiciaire qui était de permanence hier soir, il n'a eu aucun appel. J'ai consulté la main courante du commissariat, il n'y a rien. Donc, pour eux, ça n'existe pas. Donc, il faut systématiquement appeler le 17. Et s'il ne répond pas, il faut l'appeler autant de fois qu'il faut, jusqu'à ce qu'il réponde. Les appels sont enregistrés, etc. Donc, le 112 aussi. Hein? Le 112. Oui. Le 112, c'est européen. C'est européen, oui. Ça arrive au 17. Voilà, merci. Bonne soirée. Donc le prochain conseil municipal, c'est le mardi 29 juin.